Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur le cancer des enfants. Heureusement, les cancers de l'enfant sont rares. Ils représentent environ 2% de l'ensemble des cancers. Cependant, et c'est là que c'est inquiétant, ils sont en augmentation constante. Selon une étude publiée par le Centre international de recherche contre le cancer, en Europe, le taux d'incidence du cancer infantile a augmenté de 1 à 3% par an au cours des 3 dernières décennies. Cela concerne principalement les leucémies et les tumeurs du cerveau. Dans les pays industrialisés, on estime qu'un enfant sur 500 déclarera un cancer avant l'âge de 15 ans. C'est énorme. Ces résultats apportent une preuve évidente de l'augmentation du cancer des enfants et de l'adolescent durant les décennies passées et une augmentation de cette tendance. Le tabac, l'alcool, la sédentarité ne sont plus la première cause de cancer. C'est le Parlement européen qui l'a rappelé en 2010. Le Parlement précise qu'il ne s'agit pas uniquement de la présence de fumée de tabac dans l'air ambiant ou d'une exposition excessive aux ultraviolets, mais aussi de l'exposition aux contaminants chimiques présents dans les aliments, dans l'air, dans le sol et dans l'eau, en raison notamment des processus industriels, des pratiques agricoles ou du contenu de substances présentes dans les produits de construction et de consommation. Aujourd'hui, une grande partie des cancers est d'origine environnementale. Par ailleurs, l'alcool et le tabac ne sont pas à l'origine du cancer des enfants, pas plus que les bancs solaires ou la sédentarité. Il reste bien sûr l'air pollué auquel aucun d'entre nous n'échappe, mais cela ne suffit pas à expliquer tous les cancers des enfants. En 2004, l'appel de Paris lancé par des dizaines de scientifiques et signé par des centaines de citoyens et d'associations déclarait que le développement de nombreuses maladies actuelles est consécutif à la dégradation de l'environnement. Là, on ne parle plus de tabac, d'alcool, de sédentarité ou de bancs solaires. L'appel précise que la pollution chimique constitue une menace grave pour l'enfant et pour la survie de l'homme, et que notre santé, celle de nos enfants et celle des générations futures étant en péril, c'est l'espèce humaine elle-même qui est en danger. Ils appellent aussi à interdire l'utilisation des produits dont le caractère cancérogène, mutagène ou reprotoxique est certain ou probable chez l'homme et à appliquer le principe de précaution vis-à-vis de tout produit chimique pour lesquels, en raison de leur caractère toxique ou de leur caractère persistant, bioaccumulable et toxique, il existe un danger présumé grave ou irréversible pour la santé et l'environnement. Aujourd'hui, entre 30 et 50 000 produits chimiques sont utilisés en Europe quotidiennement dans les foyers et dans l'industrie. Pour la plupart d'entre eux, on ne connaît pas les effets sur la santé humaine et sur l'environnement. Or, seulement 1% ont été testés pour leurs effets toxiques. Et on ne sait rien de l'effet cocktail. Quand on ingurgite plusieurs polluants chimiques, comme on peut en trouver sur de nombreux fruits et légumes, il a été démontré que les effets des mélanges de pesticides étaient de 150 à 1600 fois plus importants que les effets des pesticides pris isolément. Nous avons cependant un devoir, celui du principe de précaution, et donc de supprimer tous les cancérigènes potentiels de l'environnement de nos enfants. Pourquoi les produits toxiques agissent-ils plus sur les enfants? Toujours selon une étude européenne, les enfants sont plus vulnérables aux impacts sanitaires négatifs des pesticides parce que le cerveau des bébés est moins protégé que celui des enfants et des adultes. L'organisme de l'enfant est moins capable d'éliminer les polluants. Les enfants mangent et boivent plus par kilo de poids corporel que les adultes, ce qui augmente l'effet des pesticides sur leur organisme. Les enfants jouent tout près du sol et ils ont l'habitude de porter leurs mains à leur bouche, ingérant ainsi les polluants qu'ils rencontrent au sol. Les enfants mangent plus de fruits et de légumes, ce qui augmente leur exposition aux résidus de pesticides. Enfin, les nourrissons peuvent ingérer les résidus de pesticides à travers le lait maternel. Par exemple, pour les fruits, Greenpeace et les Amis de la Terre affirment qu'un enfant de 16 kg a atteint les taux limites du méthomyl, qui est un insecticide, après avoir ingéré seulement 40 grammes, soit le quart d'une petite pomme. Le WWF et Greenpeace ont publié un rapport concernant le sang de 47 femmes enceintes ou allaitantes et les cordons ombilicaux de 22 nouveau-nés. On y a retrouvé des traces de poison plus dangereux les uns que les autres, comme les perfluorocarbures, le bisphénol A, les PCB,
Les phtalates, le triclosan qui est utilisé dans certains dentifrices, des muscles synthétiques, des pesticides organochlorés et enfin des retardateurs de flamme bromés. Des mesures de précaution doivent être prises pour éviter toute exposition de la mère quand elle est enceinte. Il est donc urgent de protéger l'exposition de la mère et de l'enfant et donc d'éliminer les substances dangereuses des produits quotidiens que nous utilisons et de l'environnement dans lequel nous vivons. Dans les pays industrialisés, certains cancérologues estiment que si on accepte l'alcoolisme et le tabagisme qui, comme on l'a vu, ne concernent pas les enfants, les causes chimiques pourraient être responsables de 80% de l'ensemble des cancers, tandis que les causes virales ou les rayonnements ne représenteraient qu'environ 20%. On a vu qu'aujourd'hui encore, les politiques de prévention du cancer évitent les facteurs alimentaires et environnementaux en les ignorant ou en les minimisant. Les pesticides présents dans la plupart des aliments, les additifs divers tels que les colorants, les modificateurs de goût ou les conservateurs alimentaires, les engrais nitratés, les dangers des plastiques, les dioxines ne sont que peu pris en compte par les autorités sanitaires au nom de la rentabilité économique et à l'encontre de la santé des consommateurs. Il n'y a pas de réelle politique de prévention. Une véritable politique de prévention consisterait à éviter la maladie en supprimant les facteurs de risque qui sont à l'origine des cancers et autres maladies environnementales. Si on veut lutter contre le cancer, il est indispensable d'avoir une politique de prévention beaucoup plus ambitieuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous verrons dans une deuxième vidéo comment nous, citoyens, pouvons agir concrètement pour limiter le risque de cancers environnementaux à nos enfants.